Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du réseau ASE. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'un univers en pleine effervescence, celui de l'e-sport africain. Et notre invité du jour est une figure incontournable de cette scène émergente. Il s'appelle Baba Dioum et il est le cofondateur et manager de Solo eSport, une équipe basée au Sénégal qui nourrit de grandes ambitions internationales. À travers son regard professionnel, je dirais même engagé, Babadioum va nous faire mieux comprendre les défis, mais également les opportunités qui façonnent aujourd'hui l'avenir de l'e-sport en Afrique. Babadioum, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Fidèle, c'est un plaisir de faire partie en tout cas de ce podcast et de pouvoir l'animer. Okay. Et pour commencer, on a envie de te connaître. Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit dans l'e-sport? Alors moi, je commencerai par dire que j'ai toujours été gamer depuis très très jeune et je pense que cette passion m'a amené à créer une association en collaboration avec un ami en 2010. On a créé une association qui s'appelait Sen Games, qui est l'association sénégalaise des gamers. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'association pionnière qui a un peu insufflé, impulsé toute l'idéologie gaming et toute l'idéologie e-sport au Sénégal. Et de fil en aiguille, on a commencé à rassembler des joueurs. On a pu avoir en tout cas beaucoup de membres. Entre Dakar, la capitale, Saint-Louis, l'ancienne capitale, on a essayé aussi d'embrasser d'autres régions jusqu'à avoir forcément une communauté très solide et faire des compétitions quand même très relevées au Sénégal. Et on va dire vers la période 2015, on a vu qu'il y avait énormément de tournois e-sport très développés, très structurés en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, notamment au Nigeria, etc. Et ça nous a vraiment donné envie de professionnaliser tout ça. Et de fil en aiguille, on a continué en tout cas à pousser jusqu'en 2019 où on a pu avoir l'opportunité d'envoyer 2 jours sénégalais participer à une compétition africaine, donc le FEJA. Un petit coucou à Sidik Bakayoko, donc depuis la Côte d'Ivoire. Et ce tournoi international, en tout cas, nous a permis de pouvoir avoir les premiers champions, on va dire, sénégalais. Et ça nous a donné envie de créer un club e-sport, de pouvoir accompagner ces talents-là et surtout de donner, en tout cas, une vision différente de l'e-sport africain de manière générale, parce que bon, à chaque fois que les Africains participent à des compétitions e-sport, c'est plus dans le souci de participer, vu tous les challenges, vu tous les problèmes qu'on a. Mais nous, on a eu envie vraiment de montrer à travers le club Solo eSport que c'était possible que des joueurs africains basés en Afrique vraiment partent en compétition à l'international et remportent ces compétitions-là. Et on va dire que c'est comme ça un peu le parcours, tout ce qui m'a mené vers l'e-sport et vers le gaming de manière générale. En t'écoutant, j'ai l'impression que ton engagement dépasse le cadre sportif et qu'il y a également une dimension éducative ou sociale, parce que tu parlais tout à l'heure des Africains qui participaient aux compétitions, mais juste pour participer et pas dans le but de gagner. Est-ce que, voilà, je suis juste sur cette analyse-là? Oui, je pense que aujourd'hui l'engagement de l'e-sport, c'est sur différents domaines. En tout cas, moi, mon premier engagement, c'est vraiment la reconnaissance de l'e-sport, non seulement au Sénégal, mais en Afrique de manière générale, parce que en même temps, je fais partie de l'association Sen Games et Sen Games est également membre d'une confédération africaine qui s'appelle ACS, donc qui rassemble près de 48 pays africains, donc entre des associations et des fédérations, et on milite tous en fait pour une reconnaissance de ce sport-là. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est un sport très pratiqué. Récemment, on a mené une étude au Sénégal qui a pu prouver qu'il y avait environ 1 700 000 gamers au Sénégal. Bon, nous, on est une population de 18 millions d'habitants, ce qui est quand même quelque chose de remarquable. J'imagine au Nigeria, où il y a plus de 250 millions d'habitants, il doit en avoir quoi, 30 millions, voire plus de gamers. Donc, ça veut dire que la masse, en tout cas, de joueurs est énorme. Et donc, c'est important, en fait, de pouvoir les représenter, c'est important de pouvoir les fédérer, c'est important de pouvoir lutter pour qu'ils puissent, en tout cas, être reconnus, pour qu'ils puissent également être représentés, mais surtout pour qu'ils puissent aussi s'imposer à l'international, parce que c'est un sport comme tous les autres sports. Donc, ça, c'est vraiment une vocation sportive et un engagement personnel que je partage aussi avec des personnes. Également, la dimension sportive de la chose, une structuration de l'écosystème e-sport, bien entendu, avec des ligues, avec, on va dire, des compétitions, avec aussi la possibilité de pouvoir avoir un soutien financier des États, des différents pays pour qu'ils puissent aussi accompagner la pratique et faire en sorte que ces joueurs-là puissent être de bons ambassadeurs pour leur pays. 1,7 million gamers au Sénégal, c'est impressionnant. Et tu as commencé à évoquer les difficultés, mais nous irons un peu plus en détail dans ce sens-là. Quels sont aujourd'hui les défis, les difficultés, aussi bien sur le plan logistique que de la reconnaissance dont tu as commencé à parler et des performances? Alors, je pense que ce serait trop facile de venir et de dire on a besoin d'argent. Donc, généralement, c'est le maître mot, il faut l'argent, il faut le financement.
Mais généralement, ça commence aussi par une bonne structuration parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a beaucoup de joueurs africains aujourd'hui qui sont très compétitifs, qui font des compétitions, mais qui sont peut-être mal encadrés. Donc, ils ont forcément besoin de staff, ils ont besoin d'équipes pour être avec eux, pour leur montrer un peu le bon chemin, pour leur indiquer un peu les conditions, en tout cas réunies pour pouvoir réussir une compétition, parce qu'une compétition, il faut la préparer. Si on prend l'exemple du football, quand on part à la CAN ou quand on part à la Coupe du Monde, il faut déjà organiser des matchs amicaux, il faut aussi faire une sélection, il faut faire des sessions d'entraînement, il faut même faire des stages d'entraînement, donc aller dans des pays. Nous, si on transpose la chose, on appelle ça ici des bootcamps. Donc, des bootcamps, c'est de pouvoir envoyer des joueurs. Ça peut être en France, ça peut être au Maroc, qui est également un pays, un royaume même, je peux dire, qui est en train d'exploser côté e-sport. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de devoir envoyer des équipes, faire en sorte que ces équipes-là soient dans les meilleures conditions pour pouvoir pratiquer, en tout cas, leur jeu, surtout les joueurs en tant que tels. Et c'est ça qui pourra permettre de pouvoir avoir une bonne performance pendant les grands stages de représentation. Également, bien entendu, pour que ces bootcamps-là soient faits, pour que ces compétitions-là, en tout cas, soient abouties et pour qu'il y ait de bons résultats, bien entendu, il faut le financement. Maintenant, ça, c'est un gros problème parce que beaucoup de marques aujourd'hui n'ont pas encore confiance à l'e-sport. Ils ont peut-être confiance au basket, au football, parce qu'ils savent que ça peut remplir des salles, ça peut remplir des stades et tout. L'e-sport n'est pas encore à ce stade-là de manière générale en Afrique de l'Ouest surtout, mais je pense qu'on tend à y aller. Nous, progressivement, on est en train de faire des événements au Sénégal où on tend à en faire un spectacle, donc à associer de l'e-sport aussi à inviter des artistes, à faire des spectacles, à faire vraiment des belles prestations pour faire en sorte que les gens sachent que c'est à la fois un sport, mais c'est aussi de l'entertainment. Donc, on veut divertir les gens, on veut leur montrer que les gens peuvent venir assister à une compétition e-sport et passer un bon moment. Donc, tout ça, ça passe par des mécaniques. Il faut vraiment trouver des solutions pour le faire. Mais aussi, derrière moi, le problème ou les difficultés majeures, ça tourne autour de la connectivité. Bien entendu, on n'en parle pas assez. La connexion Internet, c'est pas assez. C'est en train de progresser, mais c'est pas assez, en Afrique de l'Ouest surtout. Donc, il faut que sur ce niveau-là, on soit aidé. Et le maître mot, en tout cas, le souci majeur que beaucoup de gamers aussi constatent, c'est l'absence de serveurs, en Afrique de l'Ouest surtout. Je sais que c'est en train de progresser au Nigeria. Il y a quand même des serveurs qui ont été installés sur différents jeux, mais en tout cas au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou peut-être au Bénin ou au Togo, on joue encore sur des serveurs européens et ça fait défaut parce que si on participe à des compétitions internationales, on n'est pas en mesure de pouvoir être dans les meilleures conditions pour compétir avec les meilleurs du monde en fait. Et tu as récemment interpellé la ministre des Sports dans une lettre ouverte. Tu y dénonces l'exclusion d'acteurs historiques du comité de promotion de l'e-sport. Quelles sont selon toi les démarches à mener pour repartir sur de bonnes bases institutionnelles? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont montré l'exemple. Si je prends l'exemple du Maroc qui a créé sa fédération, je pense, si je ne m'abuse, c'est en 2020-2021. En 2019, ils ont créé ce qu'on appelle un comité de gestion, on peut appeler ça comme ça. Et dans ce comité-là, en fait, ce comité a rassemblé plus de 18, 19, même 20 associations venant de toutes les villes, on va dire les grandes villes au Maroc, etc. L'Algérie a fait pareil avec 17 associations. Euh, le Bénin récemment a une fédération qu'on félicite d'ailleurs. Il y a eu une fédération aussi, mais a eu quand même besoin d'avoir 10 associations. C'est important de rassembler les acteurs pour créer un comité et puis plus tard passer en fédération. C'est une chose qui n'a pas été faite au Sénégal, ce qui est déplorable. Et c'est pas faute d'avoir forcément lancé des alertes ou essayé d'avertir au maximum, de solliciter aussi de l'aide en interne ou bien même de l'aide à l'international pour pouvoir alerter nos autorités. Mais bon, faut savoir qu'il y a eu quand même un changement de régime au Sénégal et que ce régime en place n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Donc, on continue en tout cas à véhiculer l'information, à essayer de sensibiliser, à essayer de dire qu'une fédération e-sport, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut de vrais acteurs, de bons acteurs, des acteurs qui ont de l'expérience, qui connaissent le domaine. Parce que l'e-sport, c'est bien beau de venir et se dire, OK, je me lance dessus, mais après, derrière, on peut quand même se retrouver à avoir énormément de problèmes si on ne comprend pas les contours, si on ne comprend pas les enjeux et surtout si on n'a pas la vision. Et pour toutes ces personnes qui pourraient vous soutenir et qui ne le font pas, quelle est leur vision en fait? Qu'est-ce que ces personnes-là pensent de l'e-sport? Est-ce que vous avez déjà été interpellé à ce sujet? Alors, moi, personnellement, je pense que le look
probablement aide ou n'aide pas, ça dépend de comment les gens me perçoivent, mais généralement, dans les tables de discussion avec des différents ministères ou avec des différentes autorités, ou même avec des marques, les gens ont toujours du respect envers Solo eSport, vu les réalisations, vu l'acte, parce qu'on s'est dit qu'avant de pouvoir parler à des autorités, avant de pouvoir parler à en tout cas des partenaires qui peuvent avoir un gros impact financier, il faut aussi qu'on ait une certaine posture. Donc aujourd'hui, on pratique ce qu'on appelle de l'inbound marketing. On essaie de faire du marketing de soi. Donc on remporte des compétitions, on réalise plein de choses. On a une salle de jeu avec énormément d'équipements. On forme des joueurs qui deviennent aujourd'hui des ambassadeurs en fait de ce sport-là. Et ça va faire que les marques vont être curieux et auront vraiment envie de voir s'asseoir à une table et discuter et de voir en fait comment ils peuvent nous accompagner. Donc on a toujours eu cette posture-là de se dire on travaille sur nous-mêmes jusqu'à avoir un certain profil, jusqu'à avoir forcément une certaine aura pour que ces marques et ces institutions-là viennent en tout cas se rapprocher de nous et puis qu'on puisse entamer de vraies discussions. Mais en même temps, à chaque fois qu'on va s'asseoir, on essaie de discuter du sujet qui est toujours le sujet qui crée les problèmes, c'est le gaming en tant que tel, c'est violent, c'est réservé qu'aux enfants, donc plein de stéréotypes, plein d'étiquettes en fait qui tournent autour, qu'on essaie progressivement en tout cas de désactiver, parce que c'est quand même des bombes à retardement qui nous freinent dans beaucoup de choses, parce que je pense qu'on doit avoir la vision et on doit se dire que dans un secteur comme le gaming qui est aujourd'hui la musique culturelle, en tout cas le plus avancé, qui, si on le prend en termes de chiffres, ça fait la musique et le cinéma combinés, ça fait même pas plus que le gaming en réalité. Et qu'un CD de jeu vidéo peut coûter plus de 80 000 francs CFA, voire même 100 000 francs CFA, tout dépend de comment on l'achète et quelle version on l'achète. Ça veut dire que c'est vraiment une industrie, en tout cas très, très puissante, qui demande forcément respect, qui demande reconnaissance et qui demande à des autorités d'un pays, en tout cas l'ambition ou bien la volonté de pouvoir, en tout cas, s'imprégner dessus, s'informer dessus et travailler avec des vrais acteurs. Et on comprend à travers tes propos que pour imprimer ce respect et cette reconnaissance, les sponsors, les institutions publiques et même le secteur privé ont un rôle important à jouer. Si après cette émission, ou avec tout le travail qui a déjà été fait par toi, par ton équipe, une entreprise ou un ministère veut s'impliquer dès demain, par où devrait-il commencer? Alors, je pense que ça a toujours commencé par des étapes de discussion. Aujourd'hui, nous, on a posé en tout cas, plein de bases et plein de jalons. On a beaucoup avancé sur certains sujets. Je pense que l'e-sport existe depuis 13 ans au Sénégal, en termes de pratique, en tout cas, pour être très précis. Et l'association Sen Games a toujours été là. Le club solo a vu le jour en 2020, a toujours posé les bases, a toujours, en tout cas, bien représenté, on va dire, l'Afrique de manière générale, parce que quand même, ça reste un club africain. Aujourd'hui, pour commencer, il fallait déjà aller vers une étude pour comprendre un peu le marché, pour comprendre un peu les pratiquants, pour comprendre les attitudes et les comportements. Et nous, on a avancé dessus. On a publié récemment une étude officielle qui est très chiffrée, en tout cas qui montre un peu les bases de l'e-sport et du gaming au Sénégal. Je pense que cette étude-là permet de pouvoir avoir un point de départ pour entamer des discussions. Donc aujourd'hui, pour pouvoir discuter, il faudrait éventuellement une reconnaissance, un accompagnement qui peut être financier et qui peut être également sous d'autres formes, notamment une volonté de pouvoir discuter avec d'autres pays ou bien discuter directement même avec des éditeurs de jeux si on en a la possibilité pour pouvoir avoir des serveurs et permettre à nos joueurs-là de pouvoir compétir parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très talentueux en Afrique et qui n'ont pas forcément la possibilité de compétir parce que non seulement ils n'ont pas de moyens et en même temps, ils ne peuvent pas jouer dans les meilleures conditions parce qu'ils n'ont pas de serveur dans leur pays ou dans leur région. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, tout ça, c'est des discussions que des autorités publiques ou bien des États de manière générale peuvent entamer. En tout cas, les partenaires privés de manière générale, c'est plus sur l'axe financement, sponsoring et aussi organisation d'événements qui peuvent, c'est des événements en fait qui peuvent aller en collaboration avec des associations, avec des fédérations ou même avec des clubs, c'est possible. Donc, tout ça, ça concourt ou bien ça tourne autour de cette idée-là de pouvoir avoir une volonté d'accompagner ce secteur et on serait ravis de pouvoir discuter avec n'importe quelle marque ou n'importe quelle autorité pour pouvoir essayer de voir comment on peut avancer sur ces sujets-là. J'aimerais en fait particulièrement savoir si l'e-sport peut impacter l'insertion professionnelle. Est-ce qu'il y a vraiment un impact? Non, parce que l'image qu'on a généralement, ce sont des personnes enfermées chez elles avec leur jeu. Est-ce que finalement, ça n'éloigne pas les gens de la vie réelle? Pour toi qui es dedans et qui côtoie chaque jour des milliers de personnes qui pratiquent ce sport, quel est ton regard sur ce point? Alors, c'est une très bonne question. C'est également une question qui revient tout le temps.
à chaque fois qu'on nous pose la question, est-ce que l'e-sport ou est-ce que le gaming peut favoriser l'insertion professionnelle? Je réponds toujours oui, parce que les métiers en fait, déjà, il faut dissocier e-sport et gaming dans le sens où, dans le gaming, il y a des métiers qui ne sont pas forcément dans l'e-sport et dans l'e-sport, il y a des métiers qui forcément touchent le gaming, certes, mais qui ne nécessitent pas forcément une grosse connaissance, ou bien, voilà, de la passion ou de l'envie d'être gamer pour pouvoir le faire. Donc, je m'explique. Sur la partie gaming, aujourd'hui, on a des métiers qui tournent autour du développement de jeux, qui tourne autour de tout ce qui est design graphique du jeu, qui tourne autour de la communication autour du jeu, donc le marketing et la communication, et qui tourne autour de tout ce qui est streaming aussi, donc tout ce qui est animation 3D. Et ça, c'est des métiers de base qui existent aussi dans d'autres domaines, mais qui peuvent également s'appliquer au gaming. Donc, nous, généralement, au niveau de l'association ou même au niveau de Solo, on travaille beaucoup avec des institutions ou bien on travaille beaucoup avec des privés. Et l'idée, c'est tout le temps de lancer des formations dans le sens de pouvoir sensibiliser sur les métiers du jeu vidéo ou bien les métiers de l'e-sport, et avec forcément pour objectif de pouvoir inspirer des jeunes à se dire, ah oui, je peux être dans l'e-sport ou dans le gaming sans pour autant être joueur professionnel ou sans pour autant être gamer, mais je peux me spécialiser dans d'autres domaines. Je peux aspirer à être développeur de jeux, comme je peux également aspirer à être joueur professionnel, qui est encore un peu plus compliqué parce que je pense que dans le domaine du sport, de manière générale, il y a beaucoup de joueurs de football amateurs, mais il y a très peu de joueurs professionnels. Et c'est la même chose pour l'e-sport aussi. Mais il y a des métiers qui tournent autour et qui peuvent te permettre de pouvoir cultiver ta passion, développer cette passion pour le gaming et pour l'e-sport, tout en étant dans le secteur et ne pas être forcé de jouer forcément voilà, les rôles d'être un joueur professionnel, etc. Pour moi, ça, c'est très important. Après, derrière, sur la partie e-sport, comme j'ai expliqué, moi, je suis manager, donc c'est déjà un métier. Donc, il faut le management, il faut maîtriser tout ce qui est administratif, etc. Il faut aussi connaître, en tout cas, les secteurs, en tout cas, les différents jeux dont le club aimerait en tout cas s'intégrer aussi. Il faut savoir négocier, discuter avec des partenaires et tout. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des chefs de projet, il y a des marketeurs, il y a des designers. Donc, il y a plein de métiers qui gravitent autour. Il y a même le métier de coach qui est très important, coach analyste ou coach mental. Donc, c'est vraiment des métiers, des choses on n'en parle pas assez, mais c'est très important parce que à chaque fois qu'on voit la victoire d'un joueur, on pense que c'est lui qui a réussi seul. En fait, non, c'est un club, c'est toute une structure, c'est tout le monde qui a bossé pour qu'il puisse réussir, en fait. Donc, c'est un tout. Au vu de ta réponse que je trouve très pertinente, penses-tu qu'une intégration de l'e-sport dans les programmes scolaires ou universitaires peut être pertinente dans ton pays et en Afrique? Absolument. Je pense que c'est un de nos combats. On est en train de le mener. Et on espère vraiment avoir gain de cause très bientôt. On est en train d'y travailler. On a déjà commencé à collaborer avec des écoles de commerce, entre guillemets. On a déjà organisé des événements là-bas. On leur a montré un peu. Quand on organise un événement, on déploie du matériel, on déploie de la logistique et on montre tout le temps qu'il y a un savoir-faire derrière le streaming, un savoir-faire derrière l'organisation de compétition. Et tout ça, c'est des métiers. Et tout ça aussi inspire les jeunes étudiants qui se disent tout le temps, ah oui, moi, j'étais gamer, j'étais juste chez moi, je jouais à la play, etc. Et là, j'ai vu l'association ou bien là, j'ai vu le club solo et j'ai vraiment envie de rendre tout ça professionnel, de travailler dans ce secteur-là. Et en même temps, je ne l'ai pas précisé, mais on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de stagiaires qui viennent, qui travaillent à Solo ou qui travaillent à Sen Games et qui repartent très contents et qui peuvent même s'insérer professionnellement dans d'autres domaines. Donc, ouais, c'est un de nos combats et on espère pouvoir avoir gain de cause très bientôt. Et d'ailleurs, on va adresser un message clair au pouvoir public africain. Et que leur dirais-tu pour qu'ils prennent l'e-sport, donc plus au sérieux, comme un levier d'éducation, d'emploi et même de rayonnement culturel? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut juste qu'ils comprennent que l'e-sport est considéré comme un sport de la même manière que les jeux de dames, le Scrabble, le tir à l'arc ou l'apnée. C'est vraiment un sport qui peut-être ne demande pas d'effort physique, quoique si, parce que le fait de jouer pendant 5 heures sur une compétition, sur 2 jours, c'est également très, très exténuant. Donc, il faut avoir le mental, il faut avoir le cardio aussi pour pouvoir le faire parce que ça demande toute une concentration pour répéter des mêmes actions, pour pouvoir lire les actions de son adversaire et anticiper quand je parle de jeux de football ou de jeux de combat, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est méritant, qui mérite réflexion et qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc, je demanderai à toutes ces autorités-là de se rapprocher des associations, parce que généralement, à la base, c'est les associations, travailler avec eux, collaborer avec eux, faire des tests, faire des discussions, entamer des discussions et surtout, essayer de pouvoir les accompagner au mieux et surtout identifier les acteurs en tout cas, qui impulsent, qui font des activités, parce que quand on parle d'acteur, c'est aussi quelqu'un qui fait des activités et pas forcément juste quelqu'un qui se réclame acteur et qui voilà, ne fait rien en réalité. Donc, c'est important d'identifier les bons profils, de travailler avec eux et de s'y intéresser pour que
les choses puissent avancer. Et bon, après, le deuxième message, ce serait bien entendu qu'aujourd'hui, l'e-sport est reconnu comme étant un sport à part entière et intègre maintenant les JO. Et en 2027, il va y avoir les JO, les Jeux olympiques de l'e-sport à Riyad. Et j'espère que l'Afrique ne manquera pas, en tout cas, ce rendez-vous-là. Quel conseil aimerais-tu adresser aux jeunes Africains qui pratiquent l'e-sport et qui rêvent aussi de percer dans ce milieu? Alors, je pense qu'il faut juste croire en soi. Il faut travailler dur parce qu'être joueur professionnel et réussir en Afrique, c'est très, très compliqué. La chose la plus facile, c'est d'échouer en vérité. Quand on échoue, on se dit oui, c'était évident en réalité. Mais pour moi, il faut être assez motivé, j'ai envie de dire assez fou parce que les joueurs que j'accompagne, je pense qu'ils sont très, très fous par moment. Mais mesurer aussi et savoir se dire que l'idée, c'est pas juste venir et se dire ok, je me jette, je mets tout dans l'e-sport. Non, il faut aussi envisager forcément une carrière professionnelle, continuer ses études ou bien avoir en tout cas un métier à côté. Mais si on sent vraiment qu'on a le potentiel et qu'on est capable de pouvoir en tout cas réussir dans ce domaine-là et qu'on pourrait forcément s'entourer de bonnes personnes, il faut se laisser tenter. Il faut se laisser tenter. Pour moi, la réussite, ça commence aussi par des sacrifices et il faut savoir en faire par moment. Merci beaucoup, Babadioum, pour ton éclairage, tes conseils et ta sincérité. On retiendra que l'e-sport est encore en construction en Afrique, mais qu'il avance grâce à des passionnés comme toi qui croient profondément en son potentiel. Et nous disons également merci à toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'ici. Et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à suivre le parcours de Solo eSport. Au revoir. Merci Fidèle, au revoir. Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale.